Bonjour à tous, je voulais faire une nouvelle vidéo pour parler de conseils que j'aurais aimé avoir par le passé ou des conseils de dessin ou plutôt des conseils sur les métiers de la bande dessinée que je peux vous transmettre par rapport à mon expérience de pas mal d'années, de 16 ans à peu près, dans ce métier. Pendant que je fais ça, il faut que j'avance sur mon travail, donc j'ai une couverture de livret à faire, donc c'est pour un projet qui a été fait avec des jeunes adultes, donc un projet conte et bande dessinée. Ils ont eu des ateliers autour du conte avec un conteur professionnel, et ensuite leurs contes ont été adaptés en bande dessinée, donc où je chapeautais un petit peu l'ensemble du groupe. Et le deal, c'était à la fin, moi je fais un livret maquetté, etc., bien au propre, avec tous leurs travaux. Donc là, voilà, il faut que je m'y mette. Et du coup, je fais aussi la couverture. Donc là c'est ma feuille de référence, on avait parlé de choses, on avait vu dans quel ordre, qu'est-ce qui apparaissait et tout. Et donc ça, on l'avait fait tous ensemble. Et du coup, on avait choisi cette couverture. Donc vous voyez, je fais un truc très très brouillon pour le proposer. Et ensuite, je vais faire mon crayonné, puis mon ancrage, etc. jusqu'à ce que ça fasse un truc qui tienne la route et qui puisse avoir un rendu assez professionnel. Moi, j'aime bien marquer, noter l'endroit où il y aura le titre, etc. Où il y aura d'autres choses, la maison d'édition, les noms des auteurs ou quoi que ce soit. Voilà. Donc là, moi, j'aime bien travailler en petit format, donc ça tombe bien, comme ça je vais pouvoir filmer aisément un format portrait à la caméra sans avoir besoin de tourner ma feuille ou quoi que ce soit. Donc je vais faire ça en A4. Je ne vous le conseille pas. Normalement, on dit qu'il faut faire au moins 2 fois plus grand que le format que vous voulez définitivement. Donc par exemple, si votre bande dessinée est imprimée en A4, vous faites vos planches en A3. Si c'est imprimé en A5, vous faites vos planches en A4. Voilà. Moi, j'aime bien dessiner en petit, je suis plus à l'aise et comme je sais faire des traits relativement fins, je préfère en fait faire des petits formats. J'ai essayé longtemps le A3, ça m'arrive encore de faire certaines planches en A3. Moi, je travaillais en format raisin. En fait, je passais beaucoup plus de temps et j'avais moins de vue d'ensemble sur ce que je faisais, donc ça me correspondait pas très bien. Après, c'est à chacun de trouver sa technique et ce qui lui correspond le plus, hein. Il n'y a pas de choses imposées là-dessus. Il faut juste faire attention que votre trait ne soit pas trop gras au moment de l'impression, parce que forcément, s'il est agrandi, ça va lui donner un air plus épais que ce que vous avez fait. Voilà. Du coup, je pense que je vais avoir un petit peu de mal, hein, honnêtement, parce qu'il faut que je me concentre sur le crayonné et sur les conseils que je dois donner, donc je risque d'être un peu à deux de tension. C'est pas grave, on va s'en sortir. Donc voilà, je garde mon croquis à côté, je vais faire au crayon de couleur, c'est vraiment, là, je sais pas, je crois que c'est des crayons de couleur super pigmentés, mais c'est pas important, j'avais juste besoin de crayons de couleur bleue, donc j'en ai pris 2 parce que je ne sais pas à quel point ils sont saturés, ça va pas plus loin. J'ai fait juste ma petite, avec la feuille, mon petit repère pour savoir à peu près. Là, j'avoue, je fais ça un petit peu rapidement. Normalement, je fais ça sur Photoshop. Je, je redimensionne tout, j'imprime tout en bleu. Mais comme je n'ai pas d'imprimante et que mon imprimeur est en vacances, et ben là, il faut que je fasse avec les moyens du bord et à l'ancienne. Voilà. Donc, vous voyez, quand même, je commence à diviser l'image en 3 parties pour savoir où seront les éléments importants. Donc, ici, 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 ici. D'ailleurs, j'ai dit en 3 parties, ce n'est pas en 3 parties, mais en 9 parties, je voulais dire. C'est la règle des tiers, en fait. Alors, du coup, l'intérêt, ça va être de choisir les premiers plans, second plan. Ici, comme on peut le voir, il n'y en a pas, les personnages sont en ligne, mais en fait, je me dis, ça fonctionne pas très bien. On va mettre un personnage au premier plan, quitte à le couper un petit peu, ça va tout de suite dynamiser l'ensemble. Donc, ils sont combien 1, 2, 3, 4, 5. C'est dingue, hein, quand même, j'ai besoin d'aller compter comme ça. C'est triste. Alors ce que je vous conseille aussi, là je suis allée jusqu'en haut de la page, ne faites pas ça, il faut toujours laisser une marge, un débord, parce qu'on ne sait jamais, des fois on a besoin d'aller un petit peu plus loin et l'image est retouchée après, ou vous allez avoir du mal avec votre scanner à aller bien jusqu'au bord, il y a toujours des soucis. Gardez toujours bien une marge, hein, c'est vraiment important, et surtout si vous devez imprimer après un document maquetté, pensez bien au bord perdu, parce que ça va quand même très vite qu'au moment de l'impression, on perde des morceaux d'image. Et si votre image est déjà très très sur le côté, que ce soit votre signature ou votre image ou quoi que ce soit, vous allez perdre. Donc, voire même, je vous conseille, si vous avez la possibilité, quand vous imprimez une illustration, de rajouter vous-même une marge blanche ou noire. Plus le côté marge, ça peut donner un petit cadre, ça mettra votre image en valeur. Et comme ça, on est quand même plus à l'abri des... comment dire
on est quand même plus à l'abri du massicot qui va venir couper en partie votre image. Ça, j'ai pas commencé mes conseils, hein, j'explique juste ce que je fais en même temps. Je sens que je vais le regretter. C'est bien, ça entraîne. Alors là, on a une image de... C'est un cerf qui apparaît. Je pense qu'à un moment, je vais devoir prendre une photo sur Internet. Parce que, comme je l'ai déjà expliqué, notamment sur les vidéos de dessin animalier, ben, j'ai beau savoir à peu près à quoi ressemble un cerf, vu que j'en dessine pas 3 fois par semaine, bien loin de là. Pour ne pas faire n'importe quoi, je vais préférer prendre une photo. Donc là, je mets quand même une petite base, ne serait-ce que pour savoir vers où je vais aller. Mais après, je vais aller prendre une photo parce que c'est pas de la triche, hein, de prendre des photos, j'insiste là-dessus. On m'a dit ça toute mon enfance et j'avais une espèce de fierté un peu absurde à dire ouais, je prends pas de photos, je prends pas de modèle ou quoi que ce soit, mais en fait ben, c'est vraiment nécessaire, ça fait partie de la documentation et ça va donner vraiment une autre ampleur à votre dessin, quoi. Le titre, je vais le décaler parce que là on a un géant et j'ai peur qu'on pense juste que c'est une erreur de perspective ou quoi que ce soit, même si là ça va un peu haut. Donc le titre, je préfère le mettre ici. Comme il y a un côté décalé, etc., je pense que ça peut faire une harmonie entre le personnage ici, celui-là, plutôt que de le mettre au milieu où ça va gêner en plus le géant. Voilà, ici on a un renard. Donc j'essaye quand même de réfléchir à ma composition, hein, de me dire bon ben voilà, ça doit aller là, ça serait bien ici, là il est un petit peu trop comme ci, comme ça, enfin voilà. Parce que je sais que ça va assez vite comme ça, mais quand même je suis en train de réfléchir. Et là j'insiste, je pousse pas le dessin autant que je l'aurais fait en temps normal, c'est parce que j'ai pas énormément de temps que pour faire cette réalisation. Parce qu'il faut que ça avance. Et voilà, après on m'a quand même laissé pas mal carte blanche sur ce projet, donc bien sûr c'est loin de se passer comme ça avec tous les commanditaires. Des fois vous allez avoir des gens pas désagréables, hein, mais parfois très très pointilleux sur ce qu'ils veulent, etc. Et ça va être vraiment une autre histoire pour créer vos dessins. Vous allez devoir faire valider plein de fois votre visuel et ça va être un peu moins fun et léger. Regardez vers l'horizon, enfin vers l'horizon, vers le ciel. Je fais une ligne juste pour savoir vers où il regarde, ça va m'aider pour la suite, pour la construction. Même si ça paraît pas grand chose ou quoi que ce soit, inconsciemment ça va guider ma façon de dessiner en fait, de mettre ce genre de petits repères. C'est comme quand je dis que quand vous faites un visage d'emblée, commencez par un ovale. Si vous voulez un visage très rond, faites un rond. Si vous voulez un visage très allongé, faites un ovale allongé. Ça paraît pas grand chose, mais en fait d'emblée ça va guider quelque chose. Je m'excuse, il faut quand même que je me concentre un petit peu. Je m'en doutais un peu qu'au moment du crayonné, j'arriverais pas à lire mes questions, enfin mes conseils en même temps. Je me suis fait ma petite liste. Voilà, je vais aller regarder tout de suite une référence pour le cerf, comme ça ce sera fait. Je pense que je vais aussi prendre une référence pour le renard, pas faire n'importe quoi. Ok. Là, le premier truc que je me suis dit en le voyant, c'est ah ok, pourtant j'ai regardé des photos à l'époque où on faisait les pages, hein, donc je sais quand même à peu près à quoi ressemble un cerf, mais on oublie. Et là, je me suis dit ah ok, ça, je voyais pas ça comme ça. Bon, d'où l'importance, vous n'êtes pas des... Enfin, certains d'entre vous ont peut-être comme un ordinateur en tête avec toutes les données du monde, mais bon, je me permets d'être un peu sceptique là-dessus. Et moi, j'insiste vraiment, même si vous pensez maîtriser un truc sur le bout des doigts. Moi qui dessine par exemple beaucoup de félins et je pense quand même à peu près savoir ce que je fais, régulièrement je reprends des photos pour vérifier. Et voilà, ça va aussi vous refaire une mise à niveau et vous allez reprogresser parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas vues à une certaine époque parce que vous n'aviez pas encore les capacités. Et après, du coup, ben, vous allez dessiner autrement parce que vous avez progressé. C'est comme quand vous voyez un film,
vous allez avoir une première lecture et si vous le revoyez 10 ans après, parfois le film, ça va pas du tout vous évoquer ce que vous aviez vécu à la base et vous n'allez pas ressentir les mêmes choses parce que vous avez vécu entre deux, etc. Pour une image, c'est pareil en fait. Si vous la regardez à une certaine époque et que vous la revoyez 10 ans après, vous allez voir des détails que vous n'aviez pas vus ou vous concentrez sur autre chose. Et donc moi par exemple, je vais dire n'importe quoi, quand j'étais adolescente, l'anatomie, etc., j'y connaissais pas grand chose. Euh, et du coup quand je faisais un dessin d'animal, j'allais me concentrer sur un certain nombre de choses, c'était mieux que de ne pas prendre de photos, mais aujourd'hui je vais plus rentrer dans les détails, plus rentrer dans, ouais, dans des choses dont je n'étais pas consciente en fait à l'époque. J'espère que ce que je raconte est à peu près clair. Voilà, donc je prends mon visuel de renard. Je cherche pardon, sur Google, mais il n'y a pas forcément ce que je veux. Renard assis peut-être. Ouais, je pense qu'elle est retouchée à mort cette photo, mais vous ne la voyez pas, mais moi je la vois et je pense qu'elle est bien retouchée, mais ça conviendra pour ce que je veux faire. Il faut que je demande au groupe si c'était un renard blanc ou un renard entre guillemets classique roux. Parce que quand je ferai la mise en couleur, ça j'en sais rien. Donc, ça pareil, n'hésitez pas à demander à votre commanditaire, etc. Il faut vraiment éviter les quiproquos et ça va très vite hein, quand même. De mal se comprendre, même si vous avez l'impression que c'est très clair pour vous et très clair pour lui et qu'au moment où vous présentez votre truc, vous voyez que chacun a compris un truc très différent. En fait, ça arrive tout le temps et c'est pas une question. Souvent, les gens s'agacent de ah bah, il est complètement con. Désolé pour mon vocabulaire, mais voilà. Ah, on avait dit ça, il a pas compris, du coup je dois tout refaire. Et en fait, le truc c'est que non, des fois c'est vraiment objectivement, on parle pas enfin, on a beau parler la même langue officiellement, en fait on n'a pas les mêmes concepts, les mêmes mots associés aux choses, etc. Et du coup, parfois ça complique beaucoup de choses. Je sais jamais quoi faire des mains dans ces cas-là, quand j'ai pas une position vraiment claire, établie de qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et dans quel état d'esprit ils sont. Puis en plus, là, comme tout le monde est les uns sur les autres, je sais pas quoi faire. Là, j'ai vraiment envie de mettre les mains dans le dos, mais je sais bien que c'est pas réaliste. Et du coup, les bras ballants le long du corps, ça fait pas non plus foufou. C'est toujours les grandes questions de vie. Voilà, donc on a à peu près une base, je l'ai pas hyper recherché, mais je pense que ça fera l'affaire. Et surtout, ça va me permettre d'être un peu plus libre au moment de l'ancrage. Faut pas que j'oublie, c'est quand même des hommes poissons. Et oui, ce sont des hommes poissons, justement, ils ont des queues de sirène, j'avais oublié. On va les plier. Excusez-moi. Voilà, donc je vais m'arrêter là, je reviens tout à l'heure. Ok, alors on est parti pour ce fameux question-réponse et pour le début d'ancrage. Donc je m'inquiète un petit peu pour mes feutres parce que à cause des 2 derniers dessins que j'ai fait filmés, je les ai quand même, j'ai un peu tiré sur la corde et à la fois ils sont un petit peu écrasés, à la fois je sais pas s'il reste beaucoup d'encre. Je serais peut-être obligée de couper un moment pour aller en chercher d'autres. Voilà, donc aussi ce que je fais c'est que je pense que je vais faire un peu le dessin comme ça, comme je suis droitière, pour ne pas risquer d'emporter de l'encre et de faire des traînasses et des bavures, surtout que ces stylos ne sont pas waterproof. Donc pour le peu que vous ayez la main un petit peu humide, si vous venez de vous laver les mains, vous mettre du gel hydroalcoolique ou tout simplement s'il fait très chaud, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour moi, et que du coup vous avez un peu de transpiration sur la main, ça peut vraiment aller vite de dégommer un dessin comme ça, donc faites attention à ça. Alors, donc j'ai noté ma liste de conseils et je vais développer. Bon, alors je vais commencer comme ça. Si vous faites un travail de commande pour un éditeur ou quoi que ce soit, si vous ne pensez qu'à la paye, ça va se sentir. Et donc, c'est pas forcément un très bon plan. Donc quand je dis ça, je dis pas, bien sûr, qu'il faut accepter d'être sous-payé ou quoi que ce soit, ou travailler dans n'importe quelle condition. Ça, c'est pas du tout ce que je dis, et je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, je suis consciente que selon nos vécus, nos vies,
nos passions dans la vie, notre famille, etc., etc., et tout un tas de choses, on ne va pas avoir besoin de, comment dire, de la même somme pour vivre. Il y a des gens qui vont très bien vivre avec très 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 peu, et d'autres qui, par rapport à leur projet de vie ou à tout un tas de choses, en fait, vont avoir besoin de beaucoup plus. Donc ça, c'est normal, mais c'est normal du coup d'estimer à combien vous devez être payé et votre budget idéal mensuel ou annuel ou quoi que ce soit. Ça, c'est normal. J'entends, mais parfois, il faut quand même accepter que si vous faites de la bande dessinée, je l'ai déjà dit, alors j'ai eu euh, une remarque d'un collègue qui m'a dit si tu pars avec cet état d'esprit, tu risques pas de t'en sortir, mais en fait, il y a aussi une réalité. Je veux dire, c'est pas parce que vous avez une espèce de pensée magique en mode développement personnel de euh, je veux être payé 3 millions d'euros par planche que ça va marcher. En fait, c'est juste, ça marche pas comme ça au bout d'un moment. Donc, il y a des choses, en fait, vous ne pourrez pas prétendre à plus d'un certain prix, ou ça va être très difficile. Et à ce moment-là, vous allez devoir aussi vous diriger vers des maisons d'édition ou vers des travaux, tout simplement, qui vont payer dans ce genre de prix. Donc peut-être des commandes, peut-être des trucs qui vous intéresseront moins. Ou... Enfin, voilà, je sais pas, ça me semble juste évident. Au bout d'un moment, c'est du bon sens, en fait. Donc voilà, surveillez ça selon le genre de prix que vous voulez être payé. N'allez pas vers n'importe quelle maison d'édition, vers n'importe quelle structure, etc. Mais également, en fait, quand je dis ça va se sentir, c'est que si votre unique but, c'est d'être bien payé et que vous ne donnez absolument pas l'impression, de près ou de loin, aux personnes avec qui vous travaillez, que vous êtes un petit peu intéressé par le projet, un petit peu content d'être là, et sans dire qu'il faut travailler pour l'amour de l'art et que c'est la passion et machin ou quoi que ce soit, du travail bien fait, sans dire que c'est uniquement ça, si vraiment vous arrivez et que ça sent que tout ce que vous attendez, c'est votre chèque, bah moi personnellement ça me donne pas envie de travailler avec quelqu'un parce que ça va donner l'impression que vous prenez la personne en face de vous pour un tiroir caisse. C'est super désagréable. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, j'essaie de remettre un autre contexte pour vous faire prendre du recul sur ce que je suis en train de dire. Imaginons par exemple, je vais dire n'importe quoi, vous êtes sur un marché artisanal, vous regardez des petits gobelets ou quoi que ce soit, ou des bols en céramique, et la personne qui est en train de les vendre vient vous faire du forcing pour vous vendre, vous foutre tous les trucs les plus chers dans les mains, et un peu en mode toucher c'est acheter, et bah, vous allez peut-être vous sentir obligé de lui prendre un truc parce qu'elle vous aura mis une telle pression et un tel malaise que bah, vous allez dire oh, ok d'accord je vais acheter ce truc. Mais en fait, quand bien même vous en auriez voulu, ben, sans doute que vous allez repartir avec une impression très désagréable de vous être fait avoir, de vous être fait escroquer et d'avoir été pris pour un imbécile. Et au-delà de ça, qu'on vous a forcé. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé, où on m'avait un peu forcé à acheter un truc, j'ai pas osé dire non. Je suis pas très futée non plus, hein, je vais pas mentir, c'était à moi de m'affirmer un peu plus à ce moment-là, mais bah, n'empêche que bah, ce qui s'est passé, c'est que j'y suis plus jamais retournée, en fait, ça va pas plus loin. Donc c'est bien gentil de vouloir faire du forcing comme ça, mais en fait réfléchissez aussi 5 minutes à long terme. Et puis réfléchissez à ce que ça va faire aux gens et du coup, est-ce que vous donnez envie de travailler avec eux ça se sent quand vous prenez les gens pour des imbéciles ou que vous faites les choses de façon purement intéressée. Faut pas croire que c'est pas parce que les gens le montrent pas que qu'ils n'ont pas capté votre manège ou que ça viendra pas un jour ou l'autre en fait. Ce truc de vouloir rouler les gens, ça va un temps quoi. Enfin, voilà, de toute façon, c'est quand même particulier comme état d'esprit. Donc voilà. Alors ensuite, je continue, j'ai essayé de faire un fil conducteur, ne pas bâcler son travail selon la paye. Peu importe le prix, on fait ça bien. Alors, je m'explique, c'est GG, dit, non, pardon, c'est Gérard Cousseau, dit GG, un scénariste et dessinateur qui a un peu été mon mentor quand j'ai commencé, que c'est une personne que j'aime beaucoup et qui est vraiment super, qui a fait plein de travaux incroyables. Et voilà, c'est quelqu'un qui fait des expos aussi, notamment pour Quai des Bulles, etc., qui a fait des albums. Enfin, c'est quelqu'un de vraiment chouette. Et qui est quelqu'un de bien en plus. Au-delà de ça, au-delà d'être talentueux, etc. Et donc, il m'avait raconté une histoire où il me disait voilà, un de mes collègues s'est énervé l'autre jour en me disant j'ai fait un travail pour une connaissance, c'était un faire-part de naissance. Je l'ai fait gratuitement parce que je lui ai proposé. Donc c'était vraiment à l'initiative du dessinateur hein, de faire ça bénévolement en mode on est potes, du coup je vais pas te faire payer. Et en fait quand il l'a eu fini, apparemment, moi j'ai entendu ça de loin, hein, je suis pas au courant plus que ça de l'histoire. Quand il a fini sa commande,
l'ami en question lui a dit: «Ah mais en fait moi je voyais pas du tout ça comme ça, c'est pas ça que je voulais, ben désolé mais en fait je crois que je vais faire un truc plus classique», et donc le dessinateur en question était outré, vexé sans doute et enfin vraiment il a très mal réagi et je peux comprendre. Je peux comprendre que ça soit vexant. Après, apparemment, il y a eu un problème de communication. Il faut être honnête. Même si vous êtes vexé, que ça peut être normal de vous dire j'ai travaillé dans le vide et c'est jamais agréable. Il y a peut-être un truc que vous avez foiré quelque part en manquant de communication. En fait, c'est tout. C'est très désagréable. Mais en fait, je pense que là, dans ce cas-là, a priori, chacun a sa part de responsabilité entre la personne qui avait besoin de se faire part, qui a peut-être pas été assez claire sur ce qu'elle voulait, et puis le dessinateur qui est peut-être aussi un peu parti de son côté sans prendre la température, sans essayer de regarder si c'était ok ce qu'il faisait, etc. En fait, les gens ont quand même le droit d'avoir un libre arbitre et de pas aimer ce que vous avez fait, hein, c'est tout, ou au-delà de pas aimer, de dire j'aime bien mais ça correspond pas à ce que j'attendais. C'est complètement ok en fait, et il faut accepter ça au bout d'un moment, faut pas... Enfin, c'est tyrannique, quoi, sinon de vouloir imposer d'autres choses aux gens. Et en fait, du coup, tout ça pour dire que mon ami GG lui a répondu: non, faut pas réfléchir comme ça. Que tu fasses un travail payé 70 millions d'euros ou un travail bénévole, il faut que tu le fasses bien, et tu fais bien les choses ou tu ne les fais pas. Moi, sur le coup, c'était il y a vraiment très longtemps qu'on avait eu cette discussion. J'étais assez mitigée parce que je me disais, oh, quand même. Mais en fait, je suis revenue dessus depuis et je me suis dit, mais quelque part, il a raison. C'est-à-dire que, en fait, si vous. C'est pour plusieurs raisons. Déjà, il y a une question d'éthique. Si vous acceptez un boulot et que vous vous dites d'emblée, moi de toute façon c'est pas bien payé, je vais faire ça à l'arrache et je vais faire un truc moche et la personne n'y verra que du feu, ou alors même si elle y voit pas que du feu, elle avait qu'à payer plus, bah, enfin, franchement c'est quand même, humainement, moi je trouve ça assez déplorable en fait. Enfin, bon, ok, enfin, moi je sais pas, je suis quand même assez attachée au terme d'éthique et je trouve ça très particulier. C'est comme si vous alliez chez le coiffeur et vous ressortez avec des trous dans la tête et la coiffeuse vous dit ben ouais, mais vous aviez qu'à mettre le prix, hein. Ben du coup, ok. Euh, et en plus, enfin, je sais pas, tout le monde n'a pas non plus des fortunes à mettre dans une commande. Moi, je peux le comprendre, hein, et après, vous allez dire, ben oui, mais cette personne, si elle n'a pas les sous, elle a qu'à pas commander quelque chose. J'entends, c'est vrai que, par exemple, moi, si demain je veux m'acheter une Ferrari, je suis consciente que je ne peux pas me le permettre. Bah, c'est tout, j'en achète pas. Mais après, si vous acceptez la commande, bah, c'est peut-être à vous aussi de rediriger le truc. Donc déjà, voilà, il y a ça, il y a l'éthique, il y a pour le commanditaire, parce que c'est quand même, ça peut être vraiment très humiliant de sentir qu'on a été pris pour un con ou qu'on aura un travail bâclé et ouvertement bâclé. Et l'auteur de ce travail sait qu'il a fait un truc nul et l'assume à fond. Enfin, je sais pas, c'est quand même très particulier. Et surtout, il faut bien penser que ce commanditaire, il fera plus jamais appel à vous, à juste titre, et surtout, il va pas vous faire de pub, parce qu'en fait, c'est pas parce que ce commanditaire n'a pas de sous qu'il n'est pas ami avec des collectionneurs d'art. Vous savez jamais en fait le passé des gens. Et moi, ça m'est arrivé de rigoler doucement parce que j'ai vu des gens qui se rencontraient, une personne en méprise une autre, sauf qu'en fait la deuxième personne, on se rend compte que même si c'est pas un auteur ou même s'il n'est pas connu ou quoi que ce soit, en fait il connaît tout le monde dans la bande dessinée et, euh, et vous vous grillez avec des gens parce qu'en fait vous partez du principe que vous pouvez les prendre de haut alors qu'en fait vous ne les connaissez pas, vous ne pouvez pas savoir leur, leur passé, leur connaissance, leur vie, etc. Euh, voilà, donc il y a tout ça, et puis au-delà de ça, en fait, faites-le aussi pour vous de faire les choses bien. Ce dessin, il va être revu, et sur le long terme, il risque de ressortir. Les choses, elles ressortent, surtout maintenant à l'ère des réseaux sociaux, mais déjà à l'époque, dès que c'est publié, imprimé ou quoi que ce soit, ça peut arriver. Donc déjà, vous allez revoir le dessin, vous allez vous sentir potentiellement mal en disant «Oh purée, c'est super moche ce que j'avais fait», et surtout, quelle réputation ça va vous faire derrière. Les gens, ils vont taper votre nom sur internet, ils vont tomber sur ce dessin super moche, ils vont se dire ben ok, moi ça me donne pas du tout envie de travailler avec cette personne parce que c'est juste super moche ce qu'elle fait. Donc pensez aussi à ça, et du coup, si vous ne voulez pas le faire parce que les conditions financières ou n'importe quoi, si c'est d'autres conditions ne vous conviennent pas, refusez de le faire, c'est tout. Ne vous forcez pas, parce que si c'est pour faire un truc et le faire mal, en fait ça va vraiment comment dire, jouer en votre défaveur sur plein de niveaux. Alors que si vous dites franchement bah non parce que
Là, je suis désolée, mais vraiment, le prix que tu me proposes est trop bas parce que le thème ne me convient pas, parce que je sais que je n'y investirais pas, pardon, euh, ou quoi que ce soit. Ben, quelque part, même si la personne sur le coup elle est déçue, ben, vous avez eu l'honnêteté de dire non et ce qui me semble de bonnes raisons et surtout c'est honnête en fait. Et peut-être même que cette personne à qui vous avez dit non vous rappellera plus tard pour un autre projet qui vous conviendra mieux, tout en gardant cette notion d'honnêteté que vous avez eue par rapport à elle en fait. Et c'est plutôt agréable de. Moi je préfère en effet qu'on ne me prenne pas pour une idiote quand je dois passer une commande quelle qu'elle soit et qu'on me dise franchement bah non parce que moi j'en suis pas capable, bah non parce que là tes tarifs sont trop bas pour moi, etc. Peut-être que sur le coup ça va m'agacer, mais après coup je garderai cette idée de cette personne au moins, elle m'a dit les choses franchement. Euh, Ensuite, acceptez de commencer petit, peut-être qu'un plus gros projet viendra ensuite. Ne vous croyez pas supérieur à votre commanditaire ou à la personne qui s'adresse à vous. Ne prenez pas votre commanditaire de haut, même s'il n'y connaît rien à ce que vous faites. Ça revient un petit peu à ce que je viens de dire. Donc, moi, j'ai un exemple concret. Donc, j'ai un site d'atelier d'initiation à la bande dessinée. Donc, je propose des cours pour qui veut, des associations, des médiathèques, des établissements scolaires. J'ai ce site internet, cette plateforme je l'ai créé en 2008. Et en fait, au moment où je l'ai créé, je faisais beaucoup intervenir d'autres auteurs. Un jour, on a une demande, et donc c'était une association pas très loin de là où on était basé, qui propose de faire un petit atelier vraiment très court sur une demi-journée. Je le propose à un auteur que je connaissais bien à l'époque, qui, ben voilà, on va le dire, avait quand même un sacré problème d'ego et de cheville qui enfle, et de côté, moi je suis un artiste, et je suis là pour créer, etc. et machin. Et qui commençait au fur et à mesure à prendre un peu ses ateliers de haut, sauf quand c'était prestigieux. Alors là, par contre, quand il s'agissait d'être appelé pour aller travailler à l'étranger ou dans un truc qui faisait classe, alors là, il y avait du monde. Mais les petits ateliers, entre guillemets, généraux, c'était bah non, ça m'intéresse pas, etc. C'est pas seulement le fait qu'il ait refusé, c'est qu'il y avait quand même une façon bien, comment dire, méprisante de signaler son refus. Et, euh, et voilà, et du coup, bah, moi je ne me voyais pas dire non à cette association qui m'avait demandé ce petit atelier, parce que je ne vois pas en fait, enfin, ils contactent un site où on propose ce service-là, au niveau timing on avait le temps, je ne vois pas ce qui aurait justifié que je refuse. Euh, du coup j'ai fait cet atelier, au final ça s'est extrêmement bien passé, et j'avais passé une très bonne journée, c'était très agréable, j'avais rencontré des gens très aimables, etc. Et puis, en fait, surtout, eh bien, cette même association, eh bien, il s'est trouvé qu'à un moment, ils ont eu un énorme budget qui s'est débloqué, pardon, et ils m'ont proposé d'intervenir vraiment énormément sur l'année pour, euh, pour faire d'autres ateliers, parce qu'ils avaient été contents de ma prestation. Et, euh, et donc, je me suis retrouvée à faire des ateliers sur l'année, puis l'année suivante, puis encore l'année d'après. Et 10 ans après, je continue de travailler avec cet organisme. Et bah, en fait, comme ils ont des fonds, il se trouve que financièrement, ça m'a énormément aidé dans des moments de vie où j'avais besoin d'argent et où du coup, en grande partie grâce à eux, j'ai pu mettre des projets en place que j'aurais pas pu clairement sans cette association à l'époque, parce que du coup, ça a fait une énorme rentrée d'argent. Je travaillais bien sûr, mais voilà. Donc voilà, ça revient à ce que j'ai dit juste avant. Vous ne savez pas en fait, les gens vous proposent quelque chose. Ça me rappelle, j'avais vu une émission sur les ultra riches. Alors, on passe à autre chose, mais c'est juste un moment, c'était un peu marrant parce que moi ça m'a fait rire en tout cas, parce qu'on voyait le propriétaire d'une bijouterie qui expliquait donc là dans des termes moi qui me dépassent d'un point de vue financier, qui dit oui, il faut jamais regarder les gens de haut, vous savez pas, et parce que des fois vous allez avoir un client qui vient pour vous acheter, je cite, attention, c'était des prix moi qui me dépassent, mais il vient pour vous acheter un petit bracelet à 20 000 euros. Bon, petit bracelet, 20 000 euros. Ouais. Mais vous ne savez pas, c'est qu'en fait, ben, peut-être qu'il va être content de votre travail, il va être content de la marchandise, et puis du coup, 6 mois plus tard, il va revenir, et là, il va vous passer une commande à 2 milliards. C'était vraiment une émission sur les ultra riches. Hein, mais moi, j'ai apprécié en fait la façon dont il décrivait ça, c'est dire,
bah, on sert tout le monde et on commence pas à faire des ronds de jambes à ceux qui ont l'air d'avoir du pognon ou ceux qu'on a l'impression qu'on va pouvoir utiliser appelons un chat, un peu saigner et prendre pour la vache à lait ou quoi que ce soit. Euh, c'est vraiment, bah, on sert tout le monde et puis après, parfois on a des surprises ou pas. Mais c'est tout, c'est la vie en fait, on verra. En fait, si on a des bonnes surprises, faut pas compter là-dessus. Et si vous oubliez complètement votre côté humain et que vous êtes là juste pour, euh, pour faire rentrer du pognon tout en méprisant les gens avec qui vous travaillez, ne vous étonnez pas si au bout de 6 mois, plus personne ne fait appel à vous. Ça se sent en fait quand vous méprisez les gens. Euh, et du coup, quand je dis ne vous croyez pas supérieur, même quand vos commanditaires n'y connaissent rien, mais c'est pareil, parce qu'en fait, c'est pas parce que votre commanditaire n'y connaît rien en dessin que c'est pas quelqu'un qui va avoir plein de talents ailleurs, où vous serez nul en fait. Et même si c'est des gens d'une classe que vous méprisez, alors déjà, ça commence bien de dire une phrase pareille, mais moi, ça m'arrive tout le temps de croiser des gens qui vont, euh, qui vont parler dans des termes que je trouve horribles. Qui vont dire ouais les cassos, les machins, enfin, déjà à quel moment est-ce qu'on parle comme ça au calme d'un autre être humain qui nous a rien fait de mal. Moi je sais pas, enfin, je trouve ça quand même un peu spécial quoi, ce mépris assumé, affiché comme si en plus on se croyait sorti de la cuisse de Jupiter. Enfin ça va quoi, au bout d'un moment on va peut-être redescendre 5 minutes et en fait surtout ces personnes qu'on se permet de regarder de haut, tout le monde a un talent à un endroit ou à un autre en fait et forcément qu'elle va avoir des connaissances que vous n'avez pas forcément. Et, euh, et puis au-delà de ça, si la personne n'y connaît rien en dessin, bah, c'est pas grave en fait. Moi j'y connais rien en musique. J'espère bien pour autant qu'on va pas se mettre à me parler comme à une dégénérée. Enfin ça va quoi. Et, et voilà. Et puis en plus, c'est aussi que des fois, moi une fois de plus, j'ai vu des situations particulièrement drôles euh, où on voit que ce soit un auteur, un libraire, un enseignant, peu importe, qui va s'adresser à quelqu'un en lui apprenant la vie et, euh, et en lui parlant comme à un débile, en partant du principe que la personne n'y connaît rien, sauf que d'un coup la personne se met à parler et en fait on se rend compte qu'elle est très 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 pointue dans ce domaine-là sur lequel la personne en face vient de lui donner des leçons pendant un quart d'heure et qu'en fait elle en connaît sans doute bien plus. Moi ça m'arrive hein, parfois des gens qui, en fait plus, je pense que je fais assez jeune d'après ce qu'on me dit. Euh, je suis une fille, ça doit pas aider non plus. Et parfois des gens se pointent et quand on se dit non mais tu vois parce que dans la BD ça marche comme ça là 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 là. Ah oui d'accord et du coup ça fait longtemps que tu travailles là. Ah bah ça fait 2 mois que j'ai fait une reconversion professionnelle et que j'essaye de faire de la BD. Ouais, voilà, 2 mois. Et tu fais bon, oui, bon, bah ok. Et ça m'arrive relativement souvent quand même ce genre d'expérience et bah, du coup on rit très fort intérieurement dans ces cas-là et la personne sans même le savoir a l'air très très bête. Mais bon, enfin voilà, je trouve ça dommage en fait de vous placer en supérieur à quelqu'un d'autre d'emblée. En fait, je pense que vous passez à côté de beaucoup de choses et en plus, une fois de plus, ça va se sentir. Ne pensez pas que vous arrivez à feinter tout le monde en vous comportant de façon supérieure et méprisante. Ah, j'ai oublié mes personnages sirènes, il faut que je rajoute des petits branchies. Voilà. Ensuite, il faut que vous réussissiez idéalement à trouver du plaisir dans ce que vous êtes en train de faire comme travail. Si vraiment vous n'avez aucun plaisir à le faire, que vous faites votre travail comme si vous alliez à la mine, je vous conseille, si vous pouvez vous le permettre financièrement ou pour d'autres raisons, de ne pas le faire ou de vous désengager. Parce que, ben, pareil, ça va se voir dans le rendu de votre travail et ça va se voir dans votre relation à l'autre. Et, pardon, je lis en même temps mes notes. Euh, En fait, du coup, ça va se voir dans votre travail. Du coup, ça, je l'ai déjà dit. J'ai complètement perdu le fil, excusez-moi. Pardon, j'avais perdu le fil, du coup, j'ai fini par couper parce que je m'en sortais plus. Donc, je disais faire les choses quand même avec un minimum d'envie, etc. Sinon, ça se voit, ça se ressent dans votre travail, etc. Et le risque aussi, moi, j'ai déjà vu des scènes complètement. Ça en était presque gênant. C'est d'un côté, on a une personne qui se retrouve à passer une commande ou à faire intervenir euh, un auteur, un artiste, quoi que ce soit. Euh, donc le faire intervenir par exemple pour faire un atelier ou lui passer une commande d'un dessin. Et en fait cette personne en question, on se rend compte que elle en a pas grand chose à faire et elle se prend pour un mécène. Et elle se dit, je vais faire ça,
pour aider quelqu'un et du coup je vais un peu le sortir du ruisseau. Donc déjà, pareil, relation, on part du principe qu'on est supérieur et où même si ça veut être un peu aidant ou quoi que ce soit, on se met dans une espèce de rôle du sauveur assez malsain euh, et où voilà, on a vraiment cette impression quelque part, sans des fois vraiment en se mettant complètement le doigt dans l'œil, on pense que parce que c'est un artiste, cette personne, elle est en déche de thunes, elle a besoin de boulot, elle est prête à accepter n'importe quoi, etc. Sauf qu'en fait, des fois, moi, ça m'est arrivé des gens qui me proposent des trucs euh, dont j'ai vraiment rien à faire, et je sens dans leur regard, dans leur teinte de voix, etc., qu'ils me regardent comme si j'étais complètement un chien de boulot et que je faisais rien de ma vie, alors que c'est pas pour me vanter, mais je travaille quand même régulièrement à l'étranger. J'ai fait des ateliers, des conférences à Moscou, j'ai travaillé au Portugal, là récemment j'ai travaillé en Pologne, à Varsovie, j'ai travaillé pour une école à Londres. Euh, J'en oublie. L'Alliance française du Venezuela avait contacté mon site internet. C'est pas moi qui ai fait les interventions, mais c'est quand même mon site qu'on a contacté. Enfin, disons que c'est pas de la vantardise, c'est juste un. Pardon, ça a coupé. Donc je disais, si j'accepte des boulots, ça fait partie de mon job en fait, c'est tout. Mais et moi je suis contente de rencontrer de nouvelles personnes, de travailler avec, de monter des projets. Mais si je sens que la personne en fait elle fait ça juste pour me sortir du ruisseau, déjà c'est super vexant. Et même si ça part d'une bonne intention, c'est bizarre en fait. On se demande aussi un peu pourquoi la personne fait ça. Ça sent le côté de se prendre pour un sauveur et de se dire ouais du coup je vais avoir une super bonne image. Enfin moi j'ai vraiment un problème avec ça. Ces gens qui veulent aider pas du tout par bienveillance mais juste pour redorer un peu leur image, je trouve ça très particulier et c'est pas un truc que j'apprécie. Et puis surtout, si vous aussi de votre côté en fait vous faites ça en ayant l'impression de rendre service à la personne, on se retrouve dans une espèce de jeu de dupes où chacun méprise l'autre et en fait l'un et l'autre se disent je fais vraiment ça pour lui faire plaisir. Et en fait, moi j'ai vu plein de situations comme ça où à la fin, il y a un truc qui finissait par capoter pour de bon qui se passait mal, et où en fait on avait le commanditaire d'un côté qui dit mais de toute façon moi j'ai fait ça juste pour lui faire plaisir, pour lui donner un peu de boulot, et l'autre de l'autre côté l'artiste qui dit oh, moi j'ai placé ça entre deux projets, j'avais pas du tout le temps là avec son projet inintéressant possible. Enfin, vous voyez, ça fait des trucs complètement absurdes en fait, c'est kafkaïen. Donc évitez de vous mettre dans ce genre de situation si vraiment il y a un truc que vous ne voulez pas faire euh, parce que pour toutes les raisons que vous voulez, c'est mal payé, le thème ne vous intéresse pas, vous n'avez pas le temps, euh, dites-le franchement. En fait, je sais que c'est pas toujours facile de dire les choses cash, mais vraiment, c'est un truc que j'ai appris, c'est qu'il vaut mieux refuser un truc poliment, quitte à expliquer pourquoi, que vous lancer dans un projet, le faire complètement par-dessus la jambe, ou alors le faire la mort dans l'âme, et qu'à la fin ça vous retombe dessus, et qu'en plus quelqu'un vous fasse remarquer que j'ai vraiment fait ça pour te faire plaisir. Ah bon. Enfin bref, je pense que là je me répète un petit peu, donc je vais arrêter là pour ce sujet. Excusez-moi, je relis mes notes. D'accord, j'avais fait une note sur exactement ce que je viens de dire, donc je vais m'arrêter là. Euh, alors là, je change un peu de sujet. Si vous faites un dessin ou n'importe quoi, en fait, de façon générale, et que vous vous dites ça passe, si vous commencez à vous dire ça, c'est qu'en fait, vous êtes bien conscient qu'en fait, ça passe pas. Et vous ne voulez pas l'accepter. Tout le monde le fait, hein, c'est pas grave, c'est humain, mais non, enfin, en général, quand on commence soi-même à se dire ça passe, c'est que ça ne passe pas. Je crois que j'avais entendu ça dans, je sais pas, peut-être de la part d'un chanteur ou d'un rappeur qui disait ça, et je sais plus. Mais voilà, c'est qu'en fait on essaye de se duper soi-même en disant mais non, ça ira. Si on commence à se dire ça ira, c'est que voilà, on sait qu'on a fait un mauvais travail, quoi. Euh, Ensuite, évitez de mentir à une personne qui vous passe commande, que ce soit sur votre temps de travail, sur vos capacités, sur quoi que ce soit. Si on vous propose un projet en disant bah toi c'est bon, tu fais dire n'importe quoi, tu sais dessiner les voitures et les dinosaures, et c'est vraiment le truc, vous savez pas du tout, vous gérez pas, mais vous voulez quand même avoir du boulot par principe, et vous allez dire mais oui, à l'aise, je gère. Ah d'accord, très bien. Et du coup, en termes de délai, moi j'aurais besoin de ça pour demain midi. Et est-ce que ça va? Oui, oui, oui. Et en fait,
vous êtes en train vous-même de vous liquéfier en disant mais mon Dieu, j'y arriverai jamais. Et du coup, pareil, vous allez vous agacer contre votre commanditaire à tous les coups, vous allez avoir l'impression que c'est quelqu'un de tyrannique, etc. Alors qu'en fait, la personne, des fois, elle se rend pas compte, soit parce qu'elle a travaillé avec des gens qui savent bien dessiner ce genre de choses et qui sont très rapides, soit parce qu'elle est pas du tout du milieu et qu'elle se rend vraiment objectivement pas compte. Euh, mais dans tous les cas, c'est à vous de savoir dire non, là je suis désolée, j'aimerais faire ce travail parce que ce sujet m'intéresse vraiment et que je ne suis pas encore capable de le dessiner, mais je vais apprendre du coup, et c'est vraiment l'occasion de faire ça. Par contre, je ne sais pas le faire à l'heure actuelle, et du coup, ça va me prendre du temps, donc là, non, le rentre demain midi, c'est juste pas possible. Voilà, faut pas mentir. Vraiment, ça fait un petit peu cucu de dire ça comme ça, mais vous allez vous mettre tout seul dans des situations complètement débiles. Et souvent, vous allez refaire un mensonge au lieu de dire franchement ce qui vous arrive pour vous justifier. La personne, elle va dire, mais c'est quoi ces excuses bidons? Vraiment, vous allez vous mettre dans un truc pas possible. Ou alors, vous allez rendre le dessin, mais ça va être moche. Et du coup, on revient à ce qu'on disait au début. Ça va vous retomber dessus d'une façon ou d'une autre. Non, vraiment, je sais que c'est pas toujours simple, ou des fois, on a vraiment besoin d'accepter un boulot, mais essayez quand même de dire les choses franchement, clairement, et si vous avez un contretemps, dites-le aussi. En plus, souvent, moi encore récemment, c'était pour ce dessin justement, je me sentais un peu coincée niveau timing, parce que c'est vrai que je manquais un petit peu d'inspiration pour dessiner, je voulais me consacrer un peu aux vidéos, parce que je sais qu'à partir de septembre, je n'aurai sans doute plus le temps, donc j'essaye d'en faire un maximum tant que j'ai le temps. Et puis j'ai plein d'autres choses là qui sont passées, qui m'ont pris du temps. Et, euh, et en fait, je me disais, ah, je vais le rendre pour le 15, le 15, le 15. Le 15, c'est dans 4 jours là actuellement. Et je me suis dit, non, mais là, vraiment, je vais pas y arriver. J'ai hésité à, comme tout le monde, hein, je pense à balancer une excuse un peu bidon de mon chat était malade. Puis je me suis dit, mais non, ça sert à rien. J'ai dit franchement à la personne à qui je dois livrer ce dessin, ben là, en fait, voilà, j'ai plein d'autres choses à faire en ce moment. Ça s'est un peu mal goupillé. Il y a des choses que j'aimerais prioriser. Est-ce que, éventuellement, est-ce que la date du 15 doit être impérativement tenue ou est-ce que je peux avoir 2 semaines de plus ou quoi que ce soit? Et là, la personne m'a dit, ah bah oui, aucun problème, mais tu sais, il n'y a pas d'urgence en fait. Tant qu'on a le bouquin imprimé pour début novembre, en fait, nous c'est bon. Donc même si tu termines avec entre guillemets un mois de retard, c'est le retard hein, que je mets entre guillemets dans cette phrase, bah, il n'y a, a pas de problème. Donc voilà, des fois vous avez aussi des bonnes surprises en fait. Ou alors des gens qui vont dire non là c'est vraiment pas, ça va vraiment pas être possible, mais désolé, est-ce qu'on peut refiler ce boulot à quelqu'un d'autre? Et vous en fait vous allez vous sentir super soulagé, vous allez dire oui, vas-y, parfait. Voilà. Et du coup j'en reviens justement à savoir se désengager. Si c'est le rush ou si ça se passe vraiment mal avec quelqu'un. Euh, donc se désengager c'est vraiment quelque chose d'important à savoir faire. Je sais que c'est pas forcément bien vu dans notre société ou quoi, mais en fait, parfois, ben, vous allez signer pour un truc, et en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Soit la personne s'était mal exprimée d'emblée, soit en fait, les conditions vont avoir changé entre deux, et ça arrive. Hein, c'est pas forcément quelqu'un est mal intentionné ou quoi. Des fois, il y a eu un quiproquo, des fois, c'est la vie qui fait que. Ou même vous, vous pouvez avoir changé de. Comment dire? Il peut y avoir des choses qui ont changé dans votre vie. Par exemple, ça arrive souvent quand même qu'on s'engage pour des projets qui ne vont commencer que 6 mois plus tard. Voilà. Imaginons, vous, à l'époque, voilà, vous êtes engagé, tout va bien dans votre vie, etc. Et puis vous vous ennuyez, donc vous acceptez. Et puis, j'invente une histoire. Hein. Et puis, en fait, au moment où le projet arrive, entre deux, il s'est passé plein de choses dans votre vie. Vous avez pour projet de déménager à l'autre bout du monde, ou alors vous avez des gros problèmes de santé qui font que ce projet ne peut pas se combiner très facilement avec vos problèmes, euh, ou alors, j'en sais rien, pardon, vous traversez une période difficile, ou au contraire, il vous arrive un super truc, un super plan que vous ne pouvez absolument pas refuser, etc. parce que c'est euh, Disney qui vous contacte pour que vous designez son prochain long métrage. Ça peut se comprendre quand même que voilà. Et pareil, plutôt que de dire à tout prix, je me suis engagé donc je vais le faire et vous mettre dans des situations pas possibles et, euh, et du coup après pareil, commencer à nourrir une aigreur, à en vouloir à la personne en disant c'est de sa faute, sans son projet qu'elle m'a obligé à faire, j'en serais pas là. Et bien voilà, c'est jamais facile, enfin c'est jamais facile, ça dépend aussi sur qui vous tombez. C'est pas toujours évident de devoir se désengager, mais
Mais des fois, c'est nécessaire et je dis pas qu'il faut être égoïste et se faire absolument passer en premier, c'est pas du tout ça que je dis. C'est juste parfois, il faut faire des choix dans la vie et parfois, il se trouve que on a dit oui à un instant T et pour mille raisons, ce oui ne peut plus avoir lieu en fait. Et c'est aussi parfois juste le projet change. Ou alors vous avez commencé un truc, un travail avec quelqu'un. Ça peut être par exemple un ami à vous, quelqu'un que vous connaissez, comme ça, une connaissance un peu de loin, vous entendez très bien avec. Et en fait, au moment de travailler ensemble, vous vous rendez compte que ça passe pas du tout. Vous n'avez pas la même vision des choses, vous n'avez pas les mêmes idées, c'est un enfer de travailler ensemble et ça vous rend tous les deux malheureux, vous êtes en PLS. Bah, pareil, des fois, ça dépend, je dis pas qu'il faut renoncer tout de suite et pas s'acharner pardon, un tout petit peu, ou en tout cas euh, persévérer. S'acharner, c'est autre chose. Moi, je suis pas trop pour l'acharnement. Persévérer, oui. Si vraiment vous voyez que ça ne va pas et que vous n'êtes pas bien dans ce truc, bah, autant le dire franchement en fait. Alors pareil, hein, vous allez tomber sur des gens qui vont péter les plombs et être d'une infinie mauvaise foi en disant je ne vois pas de quoi tu parles, ça se passe très très bien, c'est toi le problème. Voilà, mais après, bah, ça en dit peut-être beaucoup sur la personnalité de l'autre personne et peut-être justement que ça peut vous faire vous dire bah, j'ai bien fait de me barrer, dis donc. Voilà. Euh, Après, je passe à un tout autre sujet. Le fait de travailler vite et dans des conditions un peu speed, ça va vous pousser à trouver des feintes pour, entre guillemets, tricher et tester d'autres techniques. C'est que du positif, là, ce que je suis en train de dire, même si les termes peuvent paraître un peu négatifs. En fait, parfois, quand on a vraiment un boulevard de temps devant nous pour faire une commande ou un travail ou quoi que ce soit, on va devenir très perfectionniste, on va refaire les choses, machin. Et en fait, on va faire ce qu'on sait déjà faire en essayant de le perfectionner. Et parfois, on est un peu en roue libre en fait à faire un truc un peu dans le vent en fait et on s'en rend pas compte. On manque de recul, etc. Alors qu'en fait, si vous avez des contraintes super compliquées, notamment en termes de temps, vous allez être obligé en fait de trouver des astuces pour gagner du temps et pour aller vite. Et en fait, c'est dans ces moments-là, tout le monde le dit. Alors, des fois, vous allez faire un truc moche parce que vous n'avez pas le temps. Ça arrive et vous allez pouvoir pleurer un petit peu et vous excuser en expliquant le contexte. D'où le fait de se désengager ou de dire franchement, je n'aurai pas le temps. Ou de demander un délai ouvertement et pas faire poireauter votre commanditaire qui ne sait pas ce que vous devenez et faire le mort parce que c'est pas terrible non plus. Euh, mais du coup, souvent, en fait, quand on n'a pas le temps et qu'on veut quand même faire les choses bien, il va falloir trouver des feintes, en fait, pour trouver des astuces, pour que ce soit quand même professionnel, propre, cohérent, lisible et joli. Et, euh, et en même temps que ce soit fait rapidement. Donc ça peut être, par exemple, je sais pas si c'est vrai ou si c'est une légende, mais on dit toujours que Loisel, qui fait la quête de l'oiseau du temps, et Peter Pan, il a tendance à cacher les mains et les pieds de ses personnages. Donc du coup, il fait des hautes herbes, il fout les mains des personnages dans le dos, il leur fait tenir un truc ou avoir les mains dans un sac, etc. Et, euh, et du coup, là c'est moi qui invente, on va dire, ah, les hautes herbes, c'est vraiment la marque de fabrique de Loisel, ah, c'est vraiment trop stylé la façon dont il fait ça. Et en fait, lui, il sait que c'est pour cacher autre chose. J'insiste, je sais pas si c'est une légende urbaine ou si c'est vrai cette histoire. Euh, mais moi, ça m'est arrivé en fait des choses que j'ai dessinées. En fait, c'était pour planquer autre chose et parce que par manque de temps. Euh, et en fait, c'est là qu'on dit ah, c'est trop bien ça, ça marche vachement bien. Ou une technique de mise en couleur aussi. Moi, j'ai des collègues qui se sont mis à faire des monochromes colorés pour leur bande dessinée parce qu'ils sentaient qu'ils n'auraient pas le temps de faire une mise en couleur dite complète et classique. Et en fait, ça marche super bien. Et depuis, c'est un peu devenu leur marque de fabrique parce que c'est moins lourd que la couleur par rapport à la bande dessinée qu'ils font. Ça marche bien, c'est beau. Et c'est marrant, quoi, du coup, ce genre de choses. Donc parfois, avoir des délais temporels et être obligé d'aller vite et trouver des feintes, je trouve pas le mot que je cherche, mais des trucs ouais, pour économiser du temps, au final, ça peut parfois être une bénédiction, j'ai envie de dire, sans terme religieux derrière, mais voilà, ça peut être intéressant. Alors, je continue. Je pense que je vais m'arrêter bientôt pour faire une pause et je reprendrai plus tard. Faites attention au complexe du bon élève perfectionniste qui peut potentiellement s'auto-censurer ou faire des dessins trop lisses. Donc, bah en fait, ouais, il y a quand même, j'allais dire beaucoup de gens, j'en sais rien, ça dépend vraiment des personnalités, je pense. Vous voyez, j'aurais dû mieux préparer mon crayonné parce que du coup les cheveux me gênent et du coup je suis obligée de faire des trucs que j'avais pas prévu de faire.
Euh, oui, donc le bon élève. En fait, il y a un côté, des fois, à vouloir faire le bon élève, etc., vous allez faire des choses extrêmement lisses, voire un peu fades, en vous disant c'est ça qu'on attend, et puis voilà, et puis il faut que ce soit propre, il faut que ce soit carré, etc. Mais en fait, ça reste quand même un truc artistique. Vous n'êtes pas là pour faire une publicité, sauf si vous êtes là justement pour faire une publicité pour une banque ou pour je sais pas quoi, et où on vous dit ouvertement on veut le truc le plus lisse possible, et c'est complètement assumé. Bah, si vous n'aimez pas faire du lisse, ben, vous leur dites franchement, parce que pareil, je pense à un de mes collègues qui m'avait dit oui, puis voilà, on m'a donné cette référence, regarde, c'est un truc internet, mais c'est super moche, moi je suis pas là pour faire ça, moi je suis là pour faire de l'art. Bah non, dans ta vie, tu es là pour faire de l'art, mais si tu acceptes cette commande, tu es là pour faire ce qu'on te demande en fait. Donc c'est pas le moment de jouer à l'artiste maudit ou quoi que ce soit, juste si vous n'avez pas envie de le faire ou si vous trouvez vraiment que le genre de dessin qu'on vous demande de faire, c'est pas du tout votre truc et que vous trouvez ça moche et que vous avez l'impression de régresser ou de vous rabaisser vous-même en faisant ça, bah vous le faites pas. Ça n'a aucun sens en fait d'accepter une commande et ensuite de dire mais les gens ils ont pas de goût. Bah oui, peut-être que les gens ils ont pas de goût, mais n'empêche que c'est leur goût et si vous passez la commande et qu'ils vous payent pour ça, bah c'est pas à vous de leur apprendre la vie en disant moi j'ai mieux compris que toi et enfin, c'est comme si, j'en sais rien, vous demandez à une grand-mère de vous tricoter, le cliché, vous tricotez un pull, et votre couleur préférée c'est le orange. Et vous aimez les rayures, vous voulez un pull rayé, orange et noir, et voilà, vous trouvez ça très beau. Et la grand-mère, elle vous dit rien, mais elle se dit bah c'est quoi ça, il va ressembler à une citrouille, mais quelle idée. Moi je vais lui faire un pull bleu, et dessus je vais broder un gros autocollant pour les vêtements avec un chien, parce que moi je trouve que c'est trop mignon, et bah, vous allez voir la tête que vous allez faire quand cette petite grand-mère vous donnera votre pull. Et je pense que, à juste titre, vous allez dire bah, c'est pas du tout ce que j'ai demandé et vous allez vous agacer. Donc là, c'est pareil. Si quelqu'un vous passe une commande, ben, soit vous vous taisez, vous faites ce qu'elle vous demande parce que vous avez accepté le truc, et tant pis si vous trouvez ça de mauvais goût, moche ou quoi que ce soit vous dites franchement, bah écoutez, non, je vais pas donner suite à votre commande parce que j'ai l'impression qu'en fait, finalement, mes réflexions tournent toujours autour des mêmes choses, c'est-à-dire savoir se désengager, ne pas dire oui à tout et n'importe quoi, respecter les gens que vous avez en face de vous, ne pas vous placer en personnage supérieur, en mode moi je suis ciné, moi je suis un artiste, et moi je sais ce qui est beau. On tourne quand même beaucoup autour des mêmes choses. Mais du coup, le complexe du bon élève, c'est ce truc de vouloir être perfectionniste, de vouloir faire les choses bien jusqu'à faire des choses très lisses, euh, même dans votre propre création en fait. Et ça, c'est un risque, et le risque, c'est de s'auto-censurer, pardon, que ce soit sur les dessins ou sur les histoires. Ça peut aller vraiment très vite en fait, de vous persuader qu'on attend un certain truc de vous, et du coup, ben, vous faites un truc qui est pas ouf, qui vous plaira potentiellement pas, qui plaira pas à grand monde, parce que les gens cherchent pas tant que ça le côté lisse, contrairement à ce qu'on pourrait croire, même si de plus en plus on est habitué à ce que tout soit homogénéisé, notamment je pense à Instagram où ils imposent ce carré pour les visuels, alors que du temps des blogs on pouvait mettre des images de toute taille, etc. Et finalement c'était vachement plus libre. Donc je pense qu'on nous pousse à un truc de plus en plus à littéralement rentrer dans des cases, mais du coup, les gens s'habituent à voir toujours les mêmes choses, ils sont surpris ou manquent de curiosité pour voir de nouvelles choses. Mais c'est des trucs normaux, c'est du formatage de cerveau, en fait, c'est comme ça. Mais je pense justement que parfois c'est rafraîchissant de voir quelque chose de nouveau, de voir de, qu'on ne vous serve pas éternellement la même soupe en termes de film, qu'on vous surprenne, que... Je parle de film parce que moi je trouve souvent en ce moment, quand on commence à connaître un petit peu le cinéma, et je pense que c'est dans l'air du temps, on voit un film, on dit ok, alors là il va se passer ça, et là le personnage il va dire ça, et c'est exactement ça qui arrive. Et je pense que des fois, en fait, les gens ont un peu marre de voir tout le temps les mêmes choses, et donc essayer de sortir de ce truc complètement lisse et polissé qui fait plaisir à personne, en fait, au final, ni à vous, ni aux personnes que vous avez en face de vous. Et puis aussi, complexe du bon élève, ben, c'est refaire 70 fois les mêmes dessins, etc. Et ça peut être un peu sclérosant, essayer de passer à autre chose et de faire d'autres visuels, même si vous faites un dossier BD. Parfois, les éditeurs vont vous dire c'est pas assez bon et vous allez refaire votre dossier, vous allez refaire les mêmes pages autrement ou améliorer. Moi, je vous conseille plutôt de faire d'autres pages parce que refaire éternellement la même chose, surtout quand c'est fait à la suite, c'est vraiment pas bon pour le moral. Et en fait, vous n'allez pas progresser pendant ce temps-là parce que vous apprenez pas à faire de nouvelles choses, vous apprenez juste à vous perfectionner dans un truc, et comme vous manquez de recul, ça marchera généralement pas bien.
J'avais noté de ne pas se braquer sauf pour de bonnes raisons. Donc quand quelqu'un vous donne des conseils, moi j'ai tendance à dire, si vous voulez donner des conseils à quelqu'un, demandez-lui s'il en veut. Parce que des fois on n'est pas dans ce mood-là, on n'a pas envie d'avoir de conseils, on est fragile, ou peu importe, ou juste on a besoin d'être focus sur ce qu'on fait. Et si quelqu'un se pointe et vous apprend la vie, même si c'est pour être gentil à la base, ça peut vraiment être très chiant, ou juste, comment dire, être blessant ou destructeur, parce que des fois c'est vraiment pas le moment. Donc voilà, moi j'ai envie de dire d'emblée, si quelqu'un se pointe et vous donne des conseils, moi je m'autorise à dire bah, merci mais non merci. Et souvent ça vexe les gens quand on dit ça, mais vous avez le droit de ne pas être aujourd'hui dans l'état d'esprit où vous avez envie de partager, d'avoir des conseils ou quoi que ce soit. Par contre, si c'est vous qui en demandez, eh bien ne vous braquez pas d'emblée. Je sais que ça peut être très dur de, de recevoir des conseils et qu'on vous dise ah ben ça c'est bien mais ça va pas, ça va pas, ça va pas. Je sais à quel point ça peut être pénible, mais ben, si c'est fait dans la bienveillance et si les conseils sont, comment dire, sont pertinents, ben, des fois faut les accepter et parfois aussi il y a un truc, on va vous dire quelque chose et vous vous dites, parce que vous êtes dans votre bulle et tout, dans votre projet et vous manquez de recul, vous allez dire oh c'est pas ça que je voulais faire, et sauf qu'après, en fait, vous y repensez, et 3 jours plus tard, vous dites ah, mais en fait, c'est vachement bien ce qu'il m'a proposé, et ça donne vachement plus d'ampleur à mon dessin ou mon récit ou quoi que ce soit. Et donc voilà, après, par contre, quand on dit ne pas se braquer, faut quand même faire du tri, hein, parce que des fois, vous allez avoir des gens qui, soit sont pas méchants, mais vous donnent des conseils nuls, ou alors qui ne vont pas du tout avec ce que vous voulez faire, parce que vous n'avez pas du tout les mêmes attentes en termes de dessin, de récit ou quoi que ce soit, et du coup, ça va pas marcher. Euh, Moi, ça me rappelle à une époque, donc je devais déménager dans une petite ville, et j'avais eu des réflexions de plusieurs personnes qui, leur quotidien, c'était d'aller faire la fête, d'aller dans des boîtes de nuit et de boire des coups jusqu'à 3 heures du matin. C'est pas du tout mon quotidien. Je ne juge pas, je m'en fous, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, c'est pas ça que je cherchais à ce moment-là. Et ces personnes me disaient non, mais t'es sérieuse, mais déménage pas là-bas, mon Dieu, mais tu vas faire une dépression, mais quelle horreur, etc. Mais en fait, ça leur correspondait pas à eux, mais enfin, je sais pas si vous donnez des conseils, en fait, faut avoir un minimum d'empathie. Enfin, on vous demande pas vous ce que vous feriez, on vous demande quel conseil par rapport à l'autre. Et de la même façon, j'avais un ami qui à un moment vivait dans des conditions très 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 rurales, près d'une forêt et tout, et c'était vraiment son délire. Euh, voilà, si c'était permis de me donner des conseils en disant non mais là la ville où tu vis elle est trop grosse et tout, allez va vivre dans la forêt et construis-toi une hutte pour vivre à l'intérieur, je pense que je me serais dit de la même manière, mais c'est complètement débile ce qu'il est en train de me raconter. Voilà, faites le tri déjà à ce niveau-là pour voir si les gens qui vous donnent des conseils ont bien compris votre projet et peuvent, comment dire, donner des conseils sans vous pousser à le dénaturer. Et parfois, il y a aussi des gens qui sont vraiment, qui sont pas des gens bien, et puis ils ont besoin un petit peu d'un punching ball et c'est tombé sur vous, et du coup, ils vont vous défoncer votre travail ou quoi que ce soit, ou vous défoncer euh, humainement parlant en vous disant des trucs horribles et tout, et ben, ne les écoutez pas, il faut apprendre à les repérer aussi ces gens-là et à les fuir parce que c'est vraiment des trous sans fond de bêtises et de méchanceté, quoi. Donc faut les éviter, c'est tout, au bout d'un moment. Faut pas accepter n'importe quoi. Donc de la même façon, essayez de ne pas vous isoler, parce que ça peut aller très très vite quand vous êtes dessinateur, si vous n'êtes pas en atelier ou quoi, si vous travaillez seul chez vous, ça peut vraiment aller vite déjà de manquer de vie sociale, donc gardez absolument une hygiène de vie, sortez, etc. Faites des choses, ça peut être compliqué, hein, parfois et ça va vite l'isolement, en plus avoir un truc qui se ferme socialement et du coup avoir des espèces de phobies sociales qui se créent et plus vous êtes enfermé, moins vous avez envie de sortir. Ou alors aussi, parfois il y a le truc un peu inverse de vous n'avez pas peur des gens, mais à force d'être isolé, vous commencez à développer une espèce de complexe de supériorité. Je l'ai vu plein de fois avec des gens qui s'isolent, où les gens finissent par se persuader qu'ils sont plus intelligents que le commun des mortels, mais juste par manque de recul, et ils se persuadent de ça tout seuls comme des grands, de ouais, moi j'ai tout compris à la vie et les gens ils sont bêtes. Ouais, bon, bah, faites vraiment attention à ça parce que ça peut aller vite. J'ai fait une connerie. Donc on voit plus l'oreille de mon renard et j'ai pas envie de mettre de blanco, donc je vais décaler un peu tout. J'espère que ça va aller. Vous voyez les trucs de ouais, ça passe, non, ça passe pas. Voilà, faites attention de ne pas vous isoler et n'hésitez pas à demander des conseils à vos collègues, donc des conseils de dessin, mais aussi des conseils
de vie en fait en général, de comment tu fais, parce que là moi j'ai un coup de déprime et tout, comment tu fais pour garder le moral en travaillant autant, comment tu fais pour ça, comment est-ce que tu peux me conseiller de concilier une vie de famille avec mon travail, parce que ça peut être vraiment très compliqué. Et, euh, et puis aussi pourquoi pas des conseils d'affaires, entre guillemets, de business, de ça comment tu gères, ça j'ai un visuel qui a été volé pour en faire une affiche, qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc, ça peut être intéressant en fait de parler, de pas tout vouloir gérer tout seul et de vouloir régler vos problèmes absolument tout seul. Ensuite j'avais noté écouter son instinct. Donc ça va un petit peu avec ce que j'ai dit juste avant en fait sur les personnes pas cool qui vont vous donner un avis forcé et vraiment horrible. En fait, sans partir dans des trucs un peu ésotériques ou quoi que ce soit, parfois vraiment, j'en parlais l'autre jour avec mon agente, on a quand même un ressenti. Je pense que c'est à cause de choses qu'on a vécues et ça nous rappelle des situations désagréables qu'on a déjà vécues et on sent un truc. On se dit, wow, purée, cette personne, je sais pas à quoi ça tient. Elle a un discours lumineux, mais il y a un truc dans sa posture, dans sa façon de me parler, dans son ton. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc pas net et ça me plaît pas du tout. Peut-être que vous vous trompez, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de vous acharner à faire ami-ami avec quelqu'un quand vraiment il y a un truc qui profondément vous met mal à l'aise? Même si vous vous trompez, ça se trouve c'est la meilleure personne du monde, mais si vous le sentez mal, vous le vivez mal, faut pas y aller. Et ça c'est marrant, j'ai entendu des gens très cartésiens pourtant me dire ça pour des travaux de commandes notamment. Euh, des gens qui me disent si on le sent pas, faut pas y aller. Et ça m'avait fait bizarre parce que c'était des gens que je voyais comme super cartésiens, super A plus B égale C. Et, euh, et d'un coup, ils me sortent ça et du coup, je pense que c'est un peu quand même un truc qui revient de façon générale. Quoi. Il faut s'écouter. Et en fait, des fois, vous le sentez pas et il faut pas y aller parce qu'en fait, c'est la légende des. Je crois que c'était des Vikings ou des Gaulois, je ne sais plus, qui quand ils devaient aller en guerre, regardaient le ciel. Et, euh, et s'il y avait tant d'oiseaux noirs qui volaient en V, on n'allait pas au combat. Ou alors si le chef, en sortant de sa maison, heurtait la marche, on n'allait pas au combat. Et en fait, ça peut paraître, comment dire, ça peut être pris pour des trucs de superstition, mais en fait, ça traduit quelque chose que vous avez profondément en vous. C'est-à-dire si vous êtes assez attentif pour voir le vol des corbeaux, c'est peut-être que quelque part vous avez envie de le voir. Si vous trébuchez sur la marche, c'est peut-être qu'en fait quelque chose en vous, dans tout votre corps, vous dit non, je veux pas y aller, surtout pas. Et pareil, si vous avez vraiment vraiment envie d'y aller, si vous avez la niaque et tout, peut-être que même si vous butez sur cette marche, vous vous en rendrez même pas compte et vous continuerez votre chemin. Donc en fait, c'est aussi des fois ouais, il y a des trucs où on se dit non là, je le sens pas. Je dis pas après qu'il faut non plus toujours écouter ça, hein. Parfois on se trompe et parfois on peut revenir sur ce qu'on a pensé, donc voilà. Mais ouais, parfois c'est compliqué hein, l'insta à écouter, à calculer, à savoir quand est-ce qu'on craque un peu et qu'il faut surtout pas le suivre, mais bon, ça peut être quand même un indicateur intéressant. J'ai presque fini, je vais terminer la vidéo. J'avais noté accepter les art blocks. C'est un de mes collègues qui disait ça. C'est pour dire les moments où on n'arrive plus à rien faire, où on procrastine, où on n'a plus d'inspiration, et où même quand on a des choses à faire, donc c'est pas un souci d'inspiration, on n'arrive pas à s'y mettre. Donc ça peut être très 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 déstabilisant. Moi je sais que j'ai des périodes, mais ça m'arrive quand même assez régulièrement, où d'un coup j'ai plus du tout envie de dessiner. Je me dis mon Dieu, mais ça reviendra plus jamais. Euh, et où vraiment à ce moment-là je suis persuadée que c'est la fin, quoi. Je me dis c'est fini. Et en fait, à force de traverser ce genre de période plus ou moins régulièrement, vous vous rendez compte que c'est des passages, et souvent, pas systématiquement, en fait, le jour où vous allez retrouver l'inspiration, plus vous forcez, moins vous la retrouverez. Ça revient à un moment où on s'y attend le moins. Donc, quand on est un peu dans un truc de contrôle fric, comme moi, on le vit très très mal. Parce que du coup, c'est oui, mais c'est quand que ça reviendra? Je sais pas. Oui, mais comment je peux savoir? Mais ça reviendra tout seul, tu verras. Non. Et du coup, c'est très très désagréable en fait comme sensation, mais il faut vraiment accepter ça. Et souvent, du coup, c'est pas forcément une généralité, mais souvent, le jour où vous allez reprendre vos crayons spontanément, déjà vous serez content de le faire. Et ensuite, eh bien, vous allez vous rendre compte, pas systématiquement, mais souvent, que vous avez gagné en level en fait.
c'est comme si votre cerveau avait continué de faire des recherches, de regarder des choses, de comprendre des choses, euh, pendant que vous aviez l'impression de faire un blocage. En fait, vous avez peut-être pendant ce temps-là digéré des informations, vous avez peut-être accueilli de nouvelles choses, peut-être que vous êtes ressourcé sans vous en rendre compte et que du coup vous renourrissez votre inspiration. Moi j'ai tendance à dire, excusez-moi, quand vraiment vous avez un blocage, ben, acceptez-le, et si vous pouvez vous le permettre financièrement ou en termes de délai, ou même si vous ne pouvez pas vous le permettre, imposez-vous des vacances. Et soit vous partez en voyage, soit vous allez faire un truc un peu inhabituel, revoir des amis, etc. Faire un truc. Parfois aussi quand on a un blocage en journée par exemple, c'est que on travaille beaucoup et qu'on a l'impression qu'on passe à côté de sa vie. J'en avais parlé il y a quelques années avec Léa Mazé qui est une de mes amies et collègues, et à l'époque on n'habitait pas très loin donc on se voyait souvent, pas très loin l'une de l'autre. Et en fait on s'était rendu compte qu'on avait beaucoup de mal à se mettre au travail le matin, c'était dur, on faisait un peu ça dans la douleur. C'est qu'en fait l'une comme l'autre on avait tellement travaillé que on mettait tout le reste de côté, et arrivé le soir on était trop fatigué pour le faire ou il était trop tard. Et du coup on avait fait un test, c'était le matin on fait un truc qui nous fait plaisir. On passe un coup de fil, on va voir des gens, on s'occupe de notre potager, on s'occupe de nos animaux, on va au cinéma, je dis n'importe quoi, un truc qui vous fait plaisir, on va à la piscine, on va faire une balade, peu importe, vous faites un truc qui vous fait plaisir. Et comme ça, c'est comme si c'était fait, ou même un dessin, que vous avez envie de faire, un dessin personnel, qui n'est pas rémunéré ou quoi, et vous vous dites c'est pas une priorité. Oui, sauf qu'en fait ça vous traîne dans la tête, et vous avez un côté à vous dire si je le fais pas là, quand est-ce que je le ferai. Et du coup, une fois que c'est fait, vous allez évacuer mentalement un truc, et du coup vous allez être beaucoup plus serein pour revenir à votre travail après. Je sais que mes collègues de l'atelier Kawa faisaient un peu l'inverse, eux ils disaient fonctionne à la récompense. Donc tu fais un truc et tu te dis qu'à la fin de la journée tu vas te faire une récompense, donc peu importe, ça dépend vraiment de vous, ce que vous aimez. Tu regardes un film, tu manges un truc qui te fait plaisir, tu fais une sortie ou quoi que ce soit. Moi je pense que je préfère, c'est un peu la logique de un tiers vaut mieux que deux tu l'auras, je préfère faire les choses avant. En plus la récompense, moi j'aime pas ce système de m'auto-récompenser, parce que je sais qu'en plus potentiellement, surtout si ça se récompense avec de la bouffe, ben, on peut avoir une rage de sucre et se venger sur un truc. Et, enfin moi je préfère faire un truc qui me fait plaisir avant. Parce que récompense, en plus je trouve qu'il y a un petit côté attendre le bâton pour se faire battre, mais là c'est à vous de voir ce que vous préférez en fait, comme ce qui vous fait le plus avancer. Voilà. Et du coup je crois que j'avais une dernière piste. Ah oui, alors, donc ça c'est vraiment, j'insiste, c'est pas adressé à tout le monde, c'est juste aux gens timides, aux gens qui s'auto-sabotent, aux gens qui manquent de confiance en eux, les gens qui ont déjà un bon ego, un bon melon, des bonnes chevilles qui enflent, ne tenez pas compte de ça, d'accord? Parce que c'est super important de se remettre en question, c'est super important de savoir que des fois, ben, on n'a pas révolutionné l'histoire du monde, hein, et savoir un peu, accepter un peu d'être humble. Donc il y a des gens, ça leur ferait du bien d'être un peu plus humble, et il y a des gens, ça leur ferait du bien de l'être un peu moins. Donc là, vraiment, j'insiste, ça s'adresse pas aux gens qui se prennent déjà pour, je sais pas quoi, pour le nombril du monde. Alors du coup, je finis ça, pardon, j'arrive tout de suite. Donc ce conseil, c'est oser briller. Ça fait très phrase de développement personnel à deux balles, mais en fait, je parle d'expérience, je parle par rapport à des gens que j'ai connus. J'en parlais dans ma vidéo précédente où je raconte ma vie. euh, Oser briller, c'est important pour les gens qui ne le font pas, j'insiste, parce que vous risquez sinon de passer votre temps à vous auto-saboter, et peu importe le niveau que vous allez acquérir, vous allez présenter une image aux gens qui va leur laisser entendre que vous n'êtes pas capable, et du coup ça leur donnera pas confiance, peu importe ce qu'ils voient, du travail que vous pouvez montrer. Si vous êtes en boucle à répéter oh, je sais pas, j'y arriverai pas, non mais vous savez, moi c'est pas terrible ce que je fais et tout, ça va finir par rentrer dans le crâne des gens, et même s'ils insistent en disant non, non, moi je te fais confiance, je suis sûre que tu es capable de le faire, si à chaque fois vous dites non, je te jure, je n'y arriverai pas, en fait ça va commencer à saouler tout le monde. Je le dis aussi d'expérience, parce que en fait, au bout d'un moment, on se dit aussi, si on est la personne en face qui veut essayer de faire prendre confiance à l'autre, euh, on se dit mais waouh, ok, si je passe tout l'album à devoir lui remonter le moral, et à devoir jouer le psy, et à passer mon temps à le couvrir d'éloges
tout en sachant qu'à chaque fois je vais me faire rejeter parce que cette personne ne veut pas accepter son talent ou quoi que ce soit, c'est trop fatigant, moi je laisse tomber. Donc voilà, déjà c'est ça qui va se passer. Donc même les personnes les plus bienveillantes et bien attentionnées. Ah mince, c'est sa jambe, pardon, je croyais que c'était l'herbe, du coup j'ai fait une bêtise. Les personnes les plus bienveillantes et les mieux intentionnées du monde, au bout d'un moment, vont en avoir marre en fait, tout simplement. Ils vont dire oh là là, non mais moi c'est bon, je vais pas là-dedans. Pour le peu qu'ils aient déjà dû faire le psy pour quelqu'un d'autre, que ce soit dans le privé ou pour un autre auteur dans le professionnel, en général ils vont dire non, non mais c'est bon, j'ai déjà donné là une fois, pas deux. Il y a tout ça. Et puis ensuite, vous allez attirer des gros cons qui vont profiter de ça pour se servir de vous. Donc, soit ils vont utiliser votre talent et vous prendre un peu pour la vache à lait de service et voilà, en profiter, etc. En disant de toute façon, cette personne n'osera jamais rien dire. Et, euh, et du coup aussi, faire rejaillir tout votre talent sur eux, toute votre gloire. Donc, ça arrive, hein, vous savez, des gens qui n'ont pas beaucoup de talent et qui vont se coller à des gens talentueux et après ils ramassent tout ça en fait. Ça arrive assez souvent, hein, malheureusement. Donc ça, faites attention à ça parce que vous allez attirer ce genre de personnes et en plus, voire même ça va vous rassurer parce que vous allez dire oh génial, du coup moi je peux faire mes dessins tranquille au calme et puis je serai jamais sous le feu de la rampe et du coup personne ne saura jamais que j'ai du talent et comme ça je continue d'être dans cette image de regarder, j'arrive à rien faire et je suis nulle. Que vous le pensiez profondément ou pas, du coup, il y a un côté, en tout cas, c'est l'image que vous voulez transmettre inconsciemment ou consciemment de je n'ai pas envie de briller, j'ai pas envie qu'on sache que j'ai du talent. Ça peut être parce que on vous a dit que c'était pas bien de se vanter et que c'était bien de rester humble, ça peut être parce que vous vous êtes fait harceler par des gens peu talentueux qui vous en voulaient et qui faisaient des crises de jalousie quand vous étiez petit, par exemple, ou plus récemment. C'est souvent quand même ce genre de profil, hein, du coup, qui reviennent, ou alors des gens comment dire, montent dans les échelons socialement et ont un espèce de conflit de loyauté de je ne peux pas aller plus loin que mes parents ou quoi que ce soit. Enfin, c'est souvent quand même des blocages psychologiques un peu, qui peuvent paraître un peu bizarres ou étonnants quand on les a pas traversés soi-même, mais en fait quand on est dedans, on sait à quel point ça peut être bloquant et faut vraiment essayer de sortir de ça, quoi. Essayer d'en prendre conscience, essayer de, quitte à avoir un psy ou quoi que ce soit, mais vraiment c'est des blocages qui arrivent souvent et vous allez vous faire bouffer. Et en fait, au-delà de ça, la dernière chose que je voulais dire par rapport à ce genre euh, d'action où vous n'osez pas briller, où vous vous planquez, etc., ça veut dire que même si vous faites un album qui marche en plus potentiellement, vous allez continuer de vous auto-saboter parce que vous allez vous planquer derrière votre éditeur, votre scénariste, votre chien, je sais pas quoi, pour que cette personne ramasse les éloges à votre place. Et du coup, les gens prennent aussi ce que vous avez à leur montrer et ce que vous leur donnez. Dans le sens où, si vous leur dites en permanence que vous êtes nul et que vous arrivez à rien, même la personne la plus bienveillante du monde, elle va finir par y croire et par vous appuyer aussi sur la tête parce que vous faites tout en fait pour servir de paillasson aux gens. Et les gens, bah, du coup, au bout d'un moment, ils acceptent et du coup, vous devenez leur paillasson, même s'ils sont bien intentionnés. Donc, imaginez des gens d'emblée mal intentionnés ou qui ont un côté un peu, comment dire, dominant, euh, ou justement qui ont cette espèce de complexe du sauveur malsain parce qu'en fait ils veulent utiliser ça après, ils vont servir de vous en disant regardez je l'ai sorti du ruisseau et tout. Enfin, vous allez vous coltiner tout ça et vraiment pour être bien passer par ce genre de choses, je ne vous le souhaite absolument pas de près ou de loin. Pour avoir vu des gens que j'aime beaucoup à qui ça arrivé aussi, je ne vous le souhaite pas, il faut vraiment en sortir. Et du coup, moi ça m'est arrivé récemment avec une élève, euh, elle était très talentueuse. Et quoi que je lui dise, au bout d'un moment, j'ai même eu l'impression qu'elle levait le ton et qu'elle m'envoyait complètement bouillir, en mode mais non, mais c'est moche ce que je fais. Comme si elle supportait pas, comme si ça la brûlait en fait le compliment. Et ben moi, au bout d'un moment, j'avais plus envie de parler avec elle parce que moi, je veux bien faire des efforts et tout, mais je reste quand même humaine et des fois, je suis fatiguée, des fois, j'ai autre chose à faire, puis surtout, j'ai des classes entières à m'occuper. Je peux pas passer 3 heures à chaque atelier à me focaliser sur une élève ou un élève, peu importe, pour l'aider à prendre confiance en lui. Et à côté de ça, bah, j'en vois qui n'ont pas de talent ou quoi que ce soit. Alors là, ils sont bien sûrs d'eux, ils vont vendre un truc, ils vont tellement bien le vendre et tellement se lancer des fleurs que même moi, avec tout le recul que j'ai et avec toutes les notions et l'œil habitué à voir des choses artistiques et des belles choses, je vais me dire
Ah ouais, il est plutôt talentueux ce gamin, ou cet adulte, ou peu importe. Alors qu'en fait, non, il est nul. Enfin, j'aime pas employer ce genre de terme, mais là, c'est vraiment pour parler de quelqu'un qui s'inventera un talent et qui se jette des fleurs et qui brasse de l'air pour se faire remarquer, alors que ce qu'il fait, c'est pas fou. Et voilà, c'est vraiment, les gens prennent ce que vous avez à leur donner, donc faites vraiment attention à ça. Voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. J'ai envie de donner deux, trois autres exemples concrets, mais je sais pas si c'est très utile. Allez, je vais quand même en donner un. Je connaissais quelqu'un il y a quelques années qui se vantait tout le temps de savoir très bien dessiner. Et il avait cette phrase un peu bizarre de dire quand il rendait un service à d'autres gens, non pardon, quand il demandait à d'autres gens de lui rendre un service, c'était si vous faites ça pour moi, je cuisinerai pour vous. Mais vraiment, on aurait dit qu'il annonçait qu'on qu'on allait manger chez le nôtre, quoi. Enfin, c'était vraiment waouh, il va cuisiner pour nous. Enfin, vraiment, il enrobait ça d'étoiles, etc. Et, et en fait, moi, je me suis rendu compte un jour que j'avais aucun recul. Je ne savais même pas ce que je pensais de sa nourriture. Et un jour, je parle avec une connaissance commune en disant bah oui, et du coup, comme cette personne cuisine extrêmement bien, et là, l'autre en face, la connaissance commune me coupe, je me dis oh, ça va, enfin franchement, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est souvent brûlé ce qui sert à manger, c'est pas très bon, c'est des gros plats en sauce, enfin il n'y a rien de fin. Et moi, je connais quand même beaucoup de gens qui cuisinent beaucoup mieux. Et je me rappelle, je m'étais complètement arrêtée, j'avais tombé des nues, et d'un coup, je me suis dit, mais c'est vrai ça. Et en fait, objectivement, quand j'ai comparé à plein d'autres gens, ils faisaient vraiment partie des personnes qui certes cuisinaient, mais cuisinaient, je vais pas dire mal non plus, mais cuisinaient de façon très 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 basique. Alors que dans mon entourage, j'avais des gens qui cuisinaient objectivement super bien. À chaque fois, c'était wouhou, que ce soit des desserts ou du salé ou quoi que ce soit. Des gens qui cuisinaient super bien, mais en fait, qui ne le disaient pas. Et bah moi, j'arrivais, je mettais les pieds sous la table chez ces gens-là, je mangeais, je disais, oh, c'est cool. Et je prenais même pas spécialement la peine de leur dire que c'était bon, ou je disais ça comme ça sans insister. Euh, Parce qu'en fait, ces personnes ne se vantaient pas et qu'à côté de ça, comme j'avais dans mon entourage des gens qui passaient leur temps à s'envoyer des fleurs et à se faire passer pour le nombril du monde, ça c'était rentré dans ma tête. Et c'est terrible en fait de s'en rendre compte, de se rendre compte à quel point notre propre libre arbitre est biaisé. Et voilà, et depuis, je pense que cette anecdote, elle peut paraître un peu débile sur la cuisine, mais ça m'a tellement choquée en fait de m'en rendre compte, de me dire mais je me suis complètement fait avoir comme une bleue en fait. Ça fait des années qu'on me trimballe à me mettre dans le crâne quelque chose qui est complètement bidon. Et pendant ce temps-là, j'ai pas vu d'autres gens bien plus talentueux. Et surtout, je n'ai pas reconnu leur talent alors qu'il était bien présent. Ça m'a un peu, comment dire, oui, ça m'a vraiment laissé perplexe en fait cette réflexion et j'y repense souvent. Et tout ça pour dire, c'est exactement pareil dans tous les domaines. Et dans le dessin, si vous passez votre temps à vous rabaisser ou juste à rien dire, les gens vont prendre ça et du coup ils vont se tourner vers des gens potentiellement beaucoup moins talentueux que vous, mais qui sont prétentieux ou qui, sans prétention, cherchent un truc par la manipulation et vont se lancer des fleurs dans tous les sens. Et pendant ce temps-là, c'est eux qui auront le taf, c'est eux qui auront la gloire, les prix, les honneurs et tout ce que vous voulez, alors que c'est pas forcément mérité d'un point de vue objectif. Donc vraiment, j'insiste, ça s'adresse pas aux gens qui ont déjà suffisamment d'ego, hein, ce petit monologue. C'est vraiment pour ceux qui se rabaissent, qui sentent qu'ils ont un petit problème d'auto-sabotage et qui potentiellement foirent un peu tout ce qu'ils font, ou à chaque fois il y a un truc, un, un grain de sable dans les rouages qui fait que le projet qui avait l'air trop bien s'arrête en cours de route et vous comprenez pas pourquoi, demandez-vous si vous n'avez pas un petit problème d'auto-sabotage. C'est pas forcément ça le problème, des fois c'est aussi que vous n'êtes pas sympa avec les gens et du coup ils n'ont pas envie de vous donner de boulot, hein. Désolé de dire ça, ou alors que vos tarifs sont vraiment objectivement trop chers, euh, ou que vous n'avez pas encore le niveau, etc. Hein. Donc parfois ça arrive, mais parfois c'est aussi en fait vous avez tout ce qu'il faut, mais en fait vous êtes en train de vous griller vous-même et vous ne vous rendez même pas compte. Et vous ne vous rendez pas compte surtout de l'image que vous renvoyez aux autres et à quel point ça peut être saoulant en fait quand les autres essaient de vous pousser, d'être gentils, de vous faire des compliments et que vous passez votre temps pardon, à les rembarrer en disant non, moi je n'y arrive pas. C'est un peu comme si, comment dire, vous dites à quelqu'un, j'en sais rien, ton pull est super beau, et que cette personne lui dit ah bon, tu trouves non, franchement, il est moche. En fait, c'est même vexant pour la personne qui vous a fait le compliment,
parce que tout simplement vous êtes en train de lui dire qu'il a des goûts de merde en fait, et c'est vexant. Donc faut savoir, même si c'est pas toujours facile, faut savoir accepter le compliment. C'est dans Frida Kahlo, le film encore, qui a ça, je l'avais déjà cité une fois. C'est pas mal ce film pour comment dire, pour véhiculer des idées sur l'art, etc. C'est Diego Rivera qui, quand il rencontre Frida, enfin il la connaît depuis pas longtemps, lui, euh, lui dit quelque chose de très encourageant, très gentil, et Frida s'agace en lui disant non, non, mais moi je veux des critiques, je veux que vous me disiez ce qu'elle n'est pas, je veux savoir ce qu'il y a à améliorer. Et Diego l'interrompt et lui dit tu dois savoir accepter les compliments aussi bien que la critique. Et je trouve que c'est assez juste. Et voilà. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important et qu'il faut apprendre à faire parce que voilà, si quelqu'un vous dit quelque chose de gentil et que vous le repoussez, ça peut être vraiment très désagréable pour la personne en face de vous et vraiment à éviter quoi. Voilà, bah écoutez, c'est parfait. J'ai fini mon illustration, donc timing, timing parfait. Je rajoute quelques petits zigouigoui sur l'ogre, enfin le géant, parce qu'il est censé être un peu sale et pas super. Je vais l'abîmer un peu plus, je vais rajouter un peu plus de rythme pour qu'il ait vraiment pas une tête très, très avenante. Puis voilà, je pense qu'on est bon. Ouais. Ah oui, et dernière chose, je vais repasser le trait du premier plan, soit juste les contours, soit... Ça c'était pas très grave. Soit juste les contours, soit aussi les traits intérieurs. Je repasse tout ça en noir pour bien faire ressortir le premier plan. Vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Moi, je préfère. Je trouve que ça apporte quelque chose d'intéressant à l'image. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions sur quelque chose que vous voulez apprendre à dessiner, sur une technique de dessin, sur les métiers de la bande dessinée ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me la poser sur Facebook, sur Instagram ou à me contacter par mail alex.imé.dessinatrice@gmail.com. Et puis voilà, j'essaierai de vous répondre au mieux. Je me répète, mais je ne garantis pas que je réussirai à répondre parce que je n'ai pas la science infuse et parce que il y a des techniques que je ne maîtrise pas et des questions auxquelles je ne saurais pas vous répondre. Voilà. Je vous demanderai juste, ça me semble juste être logique et poli, mais si je prends le temps de vous répondre, pensez bien que j'ai potentiellement autre chose à faire, que j'ai une vie, que j'ai un travail, etc., que je prends sur mon temps pour vous répondre. Si juste vous pouviez faire, comment dire, juste acte de présence, juste pour me dire bien reçu, merci, ça me semble basique en fait, et d'un bon sens vraiment basique de le dire, mais voilà, ça m'est arrivé récemment, je prends 2 heures pour répondre à une personne et aucun retour, rien. Donc je trouve que c'est toujours assez désagréable. Donc si juste pensez bien que vous avez un humain en face de vous et pas un robot, pensez bien que cet humain a d'autres choses à faire dans sa vie et que s'il vous accorde du temps et tout, c'est pas juste que c'est une poire qu'il faut exploiter ou une vache à lait qu'il faut exploiter jusqu'à ce qu'elle dépérisse. C'est peut-être que juste cette personne est bienveillante et a envie de vous aider, ou alors n'a rien d'autre à faire de son temps, pourquoi pas, mais c'est juste poli en fait de dire oui, merci, bien reçu. Voilà, donc je m'arrête là. Merci beaucoup à mes élèves de l'association À tout lire des Rennes, du coup, pour tout ça. J'espère que cette image vous plaira, il faut encore que je la mette en couleur, etc. Et puis après on verra le petit livret quand il sera imprimé. J'espère que ça leur plaira. Je me suis trompée, ça devait être une sirène. Je vais rattraper ça sur Photoshop, je pense. Bah voilà, écoutez, voilà, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas, je vais mettre la date et puis j'arrêterai la vidéo ici. Donc, mon ordinateur s'est éteint. Hop, nous sommes le 11 août 2023. Dernière chose, je vous invite à dater vos dessins, ne serait-ce que pour pouvoir, quand vous les renvoyez, voir votre évolution graphique. En fait, si vous avez stagné, si vous avez évolué, vous dire ah ça c'était à l'époque, donc ça veut dire que j'en étais là, etc. Ça peut toujours être bien de les dater, ça ne prend pas de temps, ça gâche pas le dessin ou quoi que ce soit, et ça va faire un bon repère temporel. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à tous, dessinez bien,
et puis à bientôt.